Chers amis et très chers ennemis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure j'ai devant moi sur mon bureau cette cloche. Elle est belle, hein? Très belle cloche, très ancienne. Elle doit avoir plusieurs siècles. Bienvenue donc dans Quelle semaine. Cette semaine, elle a été très étrange avec l'apparition de notre fantomatique Premier ministre, j'allais même oublier qu'il est Premier ministre, M. Bayrou, qui est venu nous annoncer, tel le commandant du Titanic, que l'iceberg n'est pas très loin et qu'on va bientôt, sauf manœuvre de dernière minute, se fracasser sur lui. Déjà, Fillon, le pauvre, nous avait dit que nous étions en faillite. Mais là, on a eu droit au moment de vérité. Dans l'histoire des antiphrases, il n'y a pas de plus magnifique antiphrase que celle-là, parce que ce moment de vérité a été un extraordinaire moment de mensonge. Le Premier ministre, qui est en sursis, il faut bien l'admettre, parce que je ne crois pas qu'il résistera à une motion de censure en octobre ou novembre, est venu nous demander de faire des économies à hauteur de, sauf erreur de ma part, 40 milliards d'euros. Bagatelle pour des privations. Et les solutions qu'il propose, en précisant que il est tard, mais encore temps. Stop à la dette. C'est aussi beau que la ligne bleue des Vosges. Stop à la dette, il est tard, mais encore temps. Non, vous vous rendez compte qu'on en est arrivé au point de devoir faire 40 milliards d'euros pour ne pas se retrouver complètement en faillite. Et on est gouverné par qui depuis 15 ans Par qui? Comment Macron, qui est au pouvoir depuis maintenant 7 ans, je crois, avec lui on ne voit pas le temps passer, n'a-t-il pas tiré ce signal d'alarme? Comment se peut-il que le président de la République, qui est le gardien de nos intérêts, comment se fait-il qu'il n'ait pas dit « Attention, l'iceberg est là, il est tard, mais on peut encore faire quelque chose ». Si seulement il avait dit il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, peut-être aurait-on pu mieux agir. Mais moi, ce qui m'a choqué, d'abord et avant tout, c'est d'entendre le Premier ministre nous dire qu'on est dans une situation dramatique, nous dire qu'il est tard, nous dire qu'on est au bord du gouffre et que jamais, à aucun moment, le président de la République ne nous l'a dit. C'est un furieux de l'euphorie. Et c'est quelqu'un qui nous cache la réalité. Alors, Bayrou, qu'est-ce qu'il propose? Rapidement, bon. Il faut faire un effort. Et oui, évidemment, on va encore devoir, nous, faire un effort de 40 milliards d'euros dès l'an prochain. Et en même temps, il faut relancer la production. Comment comment relancer la production alors que j'ai découvert qu'on avait tout bradé. Arcelor, leader mondial de l'acier, bradé. Péchinet, leader mondial de l'aluminium, bradé. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, bradé. Technip, un des leaders dans les hydrocarbures, pareillement. Les ciments Lafarge,
donné aux Suisses, Alcatel vendu à Nokia, Essilor, et j'en passe, et des pires. Et il veut relancer la production alors qu'on a dépouillé la France, désindustrialisé le pays. Mais c'est qui ces gens qui nous gouvernent depuis des années et des années? Vous savez, je croyais très franchement qu'on vivait une effroyable crise de société. Bon, on la vit, bien sûr, mais j'ai rencontré un ami qui m'a dit « Mais tu te plantes, tu te trompes. Il n'y a pas que la crise de société. En réalité, on est entre les mains d'une bande d'escrocs. Oui, c'est des escrocs collectifs qui sont en train de nous dépouiller. Et il a raison. J'avais tort de croire que c'était un phénomène économiquement structurel, sociologiquement complexe. Non, on est entre les mains d'une bande d'escrocs. Sinon, comment expliquer que depuis des années et des années, le diagnostic qui est fait maintenant, et qui était faisable hier, avant-hier et avant-hier et avant-hier, on ne l'ait pas fait. Alors, ce qu'il propose en réalité, Bayrou, sont des coups de frein, plutôt que de vraies économies. Il veut le gel des dépenses d'État. On va traverser une période frigorifique. Tu parles le gel des dépenses d'État. Et puis surtout, le gel des retraites, avec sa fameuse année blanche sur les recettes comme sur les prestations, ou encore la promesse de ralentir la hausse du budget de la sécurité sociale de 5 milliards d'euros. Et puis il y aura bien sûr, c'est murmuré, et pourtant c'est dit, il y aura quelques hausses d'impôts. Oui, on ne se refait pas, hein, bon. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Autre idée géniale proposée par le Premier ministre, la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. 2 dates qui ont non seulement une habitude historique, mais une portée symbolique très forte. C'est une mesure, cette suppression de ces 2 jours fériés, qui est une goutte d'eau dans l'océan de mesures énergiques qu'il faudrait prendre. Supprimer le lundi de Pâques, c'est porter atteinte aussi à une fête religieuse, voire même à la prolongation d'une fête religieuse, si on veut discuter le jour. Et le 8 mai, quand même, c'est la fête qui célèbre la victoire sur le nazisme, ce n'est pas rien. Donc ce sont 2 amputations historiques, symboliques, qui n'apporteront rien sur le plan économique et qui signifient une fois de plus que les mesures choisies sont absolument inadaptées. On est dans un pays, écoutez bien, où la dépense publique dépasse 1 700 milliards d'euros chaque année. Et on emprunte chaque année 300 milliards. Et on versera bientôt 100 milliards d'intérêts par an. Et c'est pas suffisant. Et qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? L'état des finances publiques, bien sûr, impose d'autres mesures plus ambitieuses, mais que faire? Comment faire? Alors que le Premier ministre est dans un état, du point de vue de l'opinion des Français, déplorable, qu'il fait l'objet d'une triple défiance, 78% des Français ne lui font pas confiance, 71% voteraient contre le budget, sondage Odexa, 96% considèrent que tout ce qui est proposé nuirait au pouvoir d'achat. On est le pays qui a le record des prélèvements obligatoires. Sauf erreur de ma part,
on aurait 1300 milliards d'impôts chaque année à payer. On est les champions olympiques de l'impôt. On est les champions olympiques du record de la dette. Et on est les champions olympiques des mauvais services publics, santé, police, alors que les policiers font tout ce qu'ils peuvent, mais le matériel, tout manque. Tout fonctionne mal, quoi. Aucun service public ne fonctionne bien. Les hôpitaux, on voit ce que c'est devenu, malgré cette dépense publique. Alors, est-ce que les vrais problèmes ont été véritablement abordés? Est-ce que les vrais problèmes ont été réellement examinés? Est-ce que on nous a parlé de McKinsey, des dépenses considérables que McKinsey a occasionnées à l'État, de l'inutilité, et cependant des appels récurrents qu'on a pu faire à cette institution privée qui coûte une fortune? Est-ce qu'on nous a parlé de foutre en l'air tous les comités Théodule? Est-ce qu'on nous a parlé des agences indépendantes qui coûtent très cher à l'État? Est-ce qu'on nous a parlé du budget de l'Union européenne qui nous ruine? Est-ce qu'on nous a parlé de toutes les économies réelles qu'on pourrait faire en supprimant le Conseil économique et social, en supprimant l'ARCOM, en supprimant toutes sortes d'organismes qui ne servent à rien, sinon à recaser, et à faire des dépenses inutiles? Non, pas du tout. Et est-ce qu'on nous a parlé, à un moment donné, de l'immigration, du coût phénoménal de l'immigration, du coût de l'aide médicale d'État? Non, c'est tabou. C'est tabou. Et quand Arnaud Tessier, qui est un très grand historien, nous dit dans les colonnes du Figaro, il est temps de faire le lien entre la submersion migratoire et la dérive des comptes publics, on n'en tient pas compte. Le Danemark, lui, en a pris conscience. Mais ici, en France, même s'il y a un petit réveil européen, on ne veut pas en prendre compte. On vous a parlé des 35 heures? Non. On vous a parlé de l'âge de la retraite? Non. Et pourtant, un de ces 4 matins, il faudra bien le dire, que les 35 heures, ce fut une folie, et que l'âge de la retraite, il faut y toucher. Non, tout ça, on n'en parle pas. L'immigration, faut pas en parler, attention. Et si on écoute Najat Vallaud-Belkacem... Pourquoi? Parce que même lorsque le pays d'accueil va fournir une aide, par exemple, les demandeurs d'asile ont droit à une allocation, elle est toute petite, elle est de 7 € par jour, mais bon, une allocation de demandeurs d'asile. Eh bien, même avec cette aide qui est fournie, il ne faut pas oublier que le demandeur d'asile devient lui-même un consommateur, qu'il paye la TVA et que, en fait, il contribue finalement à la richesse nationale. Les 7 € que toucheraient les migrants, certains migrants, serviraient à financer l'économie française. Vous me direz, en comptant comme ça, on comprend qu'elle peut être à la Cour des comptes. Voilà. Non. On va droit sur l'iceberg. Et toute la situation française le montre. Si vous voulez avoir plus de détails sur le coût colossal de l'immigration, écoutez. Et il y a plein de dépenses liées à l'immigration qui rapporteraient beaucoup d'argent. Vous l'avez cité, l'AME, 1,3 milliard. Les prestations sociales, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les allocations familiales, le RSA, les APL, ça, le rapport du Sénat l'estime entre 15 et 20 milliards. Donc, je ne dis pas de supprimer tout d'un coup, mais vous pouvez les conditionner. Et là, ça libère des milliards d'un coup. L'éducation des enfants immigrés, environ 5 milliards d'euros par an. Le coût de l'asile, on parle, vous savez, de l'hébergement, par exemple, des fois dans des hôtels, les procédures, les aides, ça c'est entre 2,5 et 3 milliards. La politique migratoire de l'intégration, vous savez, l'office de l'immigration, les cours de langue, ça c'est 2 milliards. Ensuite, vous avez cité les 1350 associations pro-migrants qui luttent d'ailleurs contre la politique menée par l'État. 1 milliard d'euros, vous l'avez rappelé. Et le coût de l'immigration en termes d'insécurité, en termes d'insécurité culturelle, ça évidemment c'est difficilement quantifiable, mais c'est ressenti par les Français au quotidien. Je crois vraiment qu'on est arrivé à un moment donné de notre histoire
où on est devenu dans l'impossibilité de s'en sortir tant qu'on aura aux manettes les gens qui créent le problème. D'après les chiffres que j'ai pu voir, on aurait donné 40 milliards d'euros à l'Ukraine. J'ai pas pu vérifier en détail ce chiffre. Si vous avez des données plus précises, vous pouvez corriger. C'est ce que j'ai lu. Mais je sais qu'on a donné des fortunes à l'Ukraine. Bon. Et on nous demande maintenant de nous priver, on nous demande encore une fois de payer plus d'impôts, de payer plus de taxes. Enfin, c'est insupportable, quoi. Tout est insupportable sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan social. On sent un peu partout tout foutre le camp, quoi. À Nîmes, maintenant, le narcotrafic règne. Il y a eu des émeutes récemment à Limoges, je crois, je ne me trompe pas, il me semble. Et les émeutes n'ont pas fait l'objet de grands commentaires parce que on se rend bien compte qu'on a affaire aux grandes manœuvres et qu'un jour ces grandes manœuvres, elles vont déboucher sur l'affrontement. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui se recasent, Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne présidente de France Terre d'Asile, va atterrir grâce à la bureaucratie, grâce à Moscovici, à la Cour des comptes. Voilà. Il faut recaser les perdants, il faut recaser les copains. C'est une des forces du Parti socialiste de savoir pistonner les siens et de savoir les recaser. C'est dégueulasse, quoi. Franchement, on a un sentiment de mal-être, voilà. On aime notre pays, et ça fait mal, quoi, de voir que partout, dans toutes les organisations, il n'y a que l'intérêt de la personne qui prime. Moi, j'ai été désespéré de voir que les enfants de Goldanel avaient dû quitter la France pour aller vivre en Israël parce qu'ils en avaient marre d'être traités de sales juifs, quoi. Ça aussi, c'est la France. Et on fait rien, et on bouge pas, et on ne sévit pas. Ah si, parfois on sait s'occuper de choses sérieuses. Un paysan a été condamné à une amende parce que sa vache avait une cloche et elle tintait. Et le bruit du tintement dérangeait le voisin. Non mais, vous vous rendez compte. Là-bas, des émeutes, on n'arrive pas à les juguler. Ici, dans un pré, une vache dont la cloche tinte, les gendarmes viennent et mettent une amende. C'est un hôpital psychiatrique. On est mal. On est très mal. Ce qui ne vous empêchera pas de garder l'optimisme, parce qu'il le faut. Et merci encore de vous abonner de plus en plus sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, avec ma copine la vache, qui a une cloche qui teinte, de teinter sur la cloche pour être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et vive les vaches! Et que les emmerdeurs aillent se faire voir. À la semaine prochaine!